Nous allons reprendre nos travaux avec cette seconde partie de la matinée consacrée cette fois aux aspects dits matériels et donc aux relations à la démocratie, en déclinant différentes catégories bien connues du droit du marché de l'Union européenne. Et sans plus tarder, je vais donner la parole tout d'abord à Mathieu Combet, maître de conférence dans cette université, docteur de cette université, maître de conférence à Saint-Étienne. Donc, liberté de circulation et démocratie. Mathieu, c'est à toi. Bien. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, quelques mots pour remercier les organisateurs de m'avoir invité à Lyon. Il peut y avoir une ambiguïté des fois, c'est vrai. Merci également pour les travaux, la soirée d'hier, j'ai beaucoup apprécié. Ma compagne un peu moins, donc j'ai dû apprécier le canapé. Merci Eric. Du coup, liberté de circulation et démocratie. Vaste sujet, quand j'y réfléchis. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc, du coup, je laisse la parole à Mathieu Cardon. Non, donc, vaste sujet. Et en fait, quand j'y réfléchis, ça me rappelait mes cours de DEA. Où, à l'époque, je me souviens, il y avait ces tribunes d'Alain Supiot, de Vincent Euzet, qui nous rappelait l'honneur des professeurs de droit qui pourraient perdre en enseignant le droit de l'Union européenne. Et il y avait, en fait, ce sentiment toujours pour l'Union de rejet, en raison d'une absence de légitimité, les atteintes à la démocratie que le droit de l'Union européenne pourrait porter. Le droit de l'Union déborderait sur les droits nationaux. Et puis on se rappelle la fameuse phrase de Lord Denning, la marée montante, les estuaires, les rivières. Il y a un truc sur le droit de l'Union, ce droit venu d'ailleurs, pour prendre l'expression de Carbonnier. Il y a un truc donc sur l'autre, l'étranger. Il y a une ambiance, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Michel Serres, oui, parce que du coup, il faut citer plein de monde, apparemment. Depuis hier, on cite Foucault. Moi, je vais citer Michel Serres, qui rappelait encore, dans un entretien qu'il avait donné dernière, que l'Union européenne, en fait, on n'avait jamais connu une période de paix aussi importante sur le territoire de l'Union européenne. Et on oublie, encore, moi je commence toujours mes cours là, par l'objectif de la création de cet espace, qui est tout d'abord un espace de paix. C'est fondamental. En réalité, on le voit bien aujourd'hui, le discours sur l'Europe, les élections européennes, le Brexit, tout cela, en fait, relève d'une méconnaissance du droit de l'Union et de l'Union européenne en général. On est dans un contexte de crise généralisée, il y a un déséquilibre entre les impératifs du marché et la puissance régulatrice de l'État. On le voit bien, crise mondiale, sur un plan géographique, globale, au niveau de sa substance. C'est donc une crise profonde, fondamentale, une crise du droit, des institutions. Le projet européen, lui, apporte une réponse à tout cela tout de même, c'est la constitution d'un marché. Construire un marché qui, je cite, vise à l'élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique, réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur. Donc la construction de ce marché intérieur, c'est la libre circulation des productions et des facteurs de production qui vont avec. Tout cela, en fait, se fait dans le cadre des traités. Ainsi, en établissant un ordre juridique de l'Union, Costa, Van Gangen-Luss, la Cour va mettre un cadre juridique à tout cela. Et donc, tout cela s'inscrit dans les traités. Pour moi, le respect de la règle, un état de droit, et donc un cadre démocratique. L'application des règles issues du traité, pour moi, relève en fait de l'application d'un principe démocratique. La difficulté repose sur le fait que la Cour a dû se baser sur un matériau textuel très très faible, très léger. Et donc, elle a dû les interpréter, ces textes. Il y a donc eu un débordement, comme j'aime bien le dire, du droit de l'Union sur les droits nationaux. On le voit bien, en procédant de la sorte, donc il y a eu un encadrement de l'exercice des compétences nationales. Tout cela s'inscrit dans le cadre des traités. Les traités, comme je l'ai dit, légalement ratifiés et entrés en vigueur. Quelle est mon idée? La question est la suivante. En quoi, donc, les libertés de circulation, c'est-à-dire comment l'exercice des libertés de circulation, telles qui découlent de la jurisprudence, impacte la démocratie? Mais de quelle démocratie on parle? Oui, depuis hier, en fait, on parle de démocratie, je n'ai toujours pas compris de quoi on parle. La démocratie des États, celle de l'Union européenne, il y aurait fait une démocratie européenne et des États... Bref, je ne sais pas trop. En même temps,
le droit de l'Union et son exercice, lui, s'inscrit dans un cadre démocratique. Alors, il est possible, en effet, de voir certaines jurisprudences de la Cour apporter des solutions qui pourraient être qualifiées de libérales et qui pourraient remettre en cause certaines politiques publiques. Tout à l'heure, il y a eu l'échange sur la santé. C'est un exemple frappant. Mais ces politiques publiques donc, sont des choix de nos gouvernants qui relèvent, en fait, d'un choix politique et donc démocratique, puisqu'ils ont été élus. Pour faire très simple, en réalité, quand j'y réfléchis 2 secondes, je me dis, finalement, en fait, cette question de démocratie, je pense tout de suite donc aux exigences impératives, aux raisons impérieuses d'intérêt général, puisque je vous rappelle que, pour la Cour, on ne peut justifier une entrave dès lors qu'elle n'est pas faite dans un cadre d'un motif purement économique. Bien. Pour faire très simple, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer qu'en réalité, la Cour va écouter les États, justifier certaines raisons non économiques, donc qui relèveraient éventuellement de politique publique, donc finalement de la démocratie, pour les sanctionner systématiquement. Du coup, je vais quitter mon cadre de sécurité pour vous parler d'établissement des sociétés, puisque du coup, c'est quand même assez intéressant, il faut le dire. Mais il y a d'autres domaines. Prenons la santé, les arrêts d'équerre et col, par exemple. Ce qui est vachement bien dans ces arrêts, d'équerre, quand même, c'est un arrêt pour une perte du nez qui s'est retrouvée devant la Cour de justice et qui a eu des conséquences considérables, en fait, sur le droit. Donc il y avait l'affaire Keller, 2005, d'équerre et col, je ne reviens pas dessus, mais c'est intéressant quand même de s'intéresser aux justifications. En effet, dans l'arrêt Cole, la Cour nous dit « Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale. » Puis elle précise aussitôt « Les États membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire. » Bim, encadrement de la compétence. Et en conclut que l'argumentation nationale en cause relève du domaine de la sécurité sociale et donc n'est pas de nature à exclure l'application des articles sur la libre prestation des services. En revanche, elle nous rappelle donc que les États sont libres de mettre en place le système de sécurité sociale comme ils le souhaitent, avec le financement qu'ils le souhaitent. Je pense également en matière de soins hospitaliers, les arrêts Muller-Forêt. Tous ces éléments-là nous prouvent donc que finalement, la Cour va appliquer déjà les libertés de circulation à des domaines qui relèvent de la santé publique. Alors des fois, en plus, il y a des arrêts où la Cour parle d'exception au marché, puis de dérogation au marché. On ne sait pas trop si finalement la santé est hors marché, mais dans le marché, mais avec des exceptions. Bref, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Soins hospitaliers. Prenons un autre arrêt qui, lui, est très intéressant. C'est un arrêt du 27 février 2019. C'est un arrêt TAP, ou également appelé Associação Pessoal à Palavra. Voilà. C'est une affaire en fait qui concerne la privatisation de la compagnie aérienne TAP. Donc l'État va vendre 61% de ses actions avec des droits spécifiques, dont des golden shares. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cahier des charges. Et en fait, il s'avère que dans ce cahier des charges, par exemple, il est obligatoire que TAP conserve son siège social au Portugal. Et puis, il va y avoir donc des conditions. Alors, je passe les détails sur l'applicabilité de la directive service, finalement, liberté d'établissement. Ce qui est intéressant, ce sont les justifications invoquées par l'État. Pour faire très simple, la Cour de justice va dire, en effet, ces conditions qui sont imposées à l'acheteur sont acceptables en raison du maintien d'un service public, tout simplement. Et puis la Cour donc, va dérouler son raisonnement traditionnel, restriction, justification et contrôle de proportionnalité. Là encore, c'est aussi un petit commentaire. En réalité, prenez l'arrêt, je reviens, excusez-moi, je suis un peu brouillon, l'arrêt d'équerre. En fait, pendant de nombreuses années, les années 90 et 2000, la Cour allait sur les justifications, ça ne passait pas le test des justifications, terminé, au revoir. Maintenant, la Cour, dans un souci de légitimation de son action, va accepter beaucoup plus facilement les justifications, mais ce n'est pas parce qu'elle les accepte qu'elle ne va pas les sanctionner. C'est le cas, par exemple, en matière d'établissement des sociétés, par exemple, ou toutes les libertés.
Par contre, les États sont invités à mieux justifier leur position, et donc du coup, la réponse apportée par la Cour sera plus acceptée et parfois acceptable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, justification. Alors, la Cour nous dit dans l'arrêt TAP, dans ce cahier des charges, donc, il y a une obligation du maintien du principal établissement. Excusez-moi, j'ai perdu la page. Voilà. Là où les choses sont intéressantes, ce sont les justifications. Voilà. Elle dit, je cite, c'est un peu long, mais la présentation, la garantie d'exécution d'un projet stratégique approprié et cohérent, respect des objectifs de procédure, l'identité de l'entreprise, l'autonomie du groupe, l'État va essayer d'expliquer qu'en réalité, c'est un service public. On privatise, mais c'est un service public. Et donc, il va y avoir des obligations, par exemple, maintenir un hub sur le territoire, puisque TAP s'occupe également des vols commerciaux sur tous les pays lusophones. Bien. On s'aperçoit qu'en réalité, on va maintenir tout cela parce qu'on va tenir compte, et là c'est très intéressant, de l'histoire. Elle dit faut pouvoir desservir les régions autonomes, la diaspora, les pays, communautés d'expression et de langue officielle portugaise. En fait, le cahier vise à assurer la continuité et le renforcement des liaisons aériennes desservant des pays tiers, entretenant des liens historiques, culturels et sociaux particuliers avec la République portugaise. La Cour dit OK, j'accepte, pourquoi pas. Et puis on passe au contrôle de proportionnalité. Et là, naturellement, ça ne passe pas le test. Ce qui est intéressant pour la petite histoire, quand même, c'est que le maintien du siège social passe le test et passe le contrôle de proportionnalité. Ce qui est assez remarquable, tout de même, enfin pour moi. Par contre, là où il y a un petit souci, c'est qu'on considère que le fait de vouloir imposer en fait, cette activité de service public en maintenant un hub peut constituer en fait, un instrument utile pour atteindre cet objectif, mais en fait, on aurait pu utiliser un autre modèle économique et donc la Cour sanctionne le cahier des charges. Et finalement, ça ne passe pas. Donc on le voit bien là, par exemple, pour des raisons visiblement économiques, mais justifiées pour des intérêts historiques, finalement, ça ne passe pas le test. Mais c'est dans l'intérêt de l'État, puisque TAP, quand même, est la première compagnie aérienne. Dernier exemple, c'est un arrêt, je remercie Eric Carpanou de me le faire découvrir celui-là, c'est un arrêt commission contre Grèce du 4 mai 2017, c'était donc un arrêt post-crise sur la libre circulation des capitaux. En fait, la Commission européenne avait demandé à la Cour de constater un manquement à la législation grecque qui prévoyait en fait un taux préférentiel des droits de succession sur les legs effectués en faveur d'organismes sans but lucratif et qui sont établis dans d'autres États membres de l'Union européenne. Donc en fait, c'était après la crise, et donc en fait, ils avaient adopté une législation pour favoriser en fait les associations qui aidaient les gens, parce que bien à l'époque, c'était un peu compliqué. Le seul point intéressant, c'est le point 42, où la Cour explique que cette justification, cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que les organismes établis en Grèce jouent dans la société grecque un rôle particulier et qui revêt une importance cruciale compte tenu de l'état actuel de l'économie de cet État membre. La Cour, là encore, prend note que, effectivement, il y a une situation politique et économique compliquée. Mais ça ne passe pas également le contrôle de la Cour, puisque, en réalité, pour la Cour, il s'agit d'une entrave qui est justifiée, mais en fait qui n'est pas acceptée. Là encore, je pense que, du coup, sur ces questions de démocratie, vous voyez, comment dire, on s'aperçoit que la Cour accepte de plus en plus de raisons, mais finalement, le contrôle, lui, est de plus en plus drastique. Il y a, moi, ce que j'appelais un déplacement du centre de gravité dans l'application du droit de l'Union, où avant, il était sur la restriction et la justification, et qui maintenant, en fait, est sur le contrôle de proportionnalité. Mais au final, le résultat est à peu près le même. Pourquoi ? Moi, c'est mon dernier point. J'ai toujours eu le droit de l'Union comme un peu la création de l'Union européenne comme une équipe de foot, si vous voulez. Il y aurait les pays qui seraient les joueurs, l'arbitre c'est la Cour, et en fait on aurait les joueurs sur le terrain, puis personne ne touche la balle. Parce que finalement, on ne veut pas le jouer. Et donc c'est la Cour qui sanctionne et qui dit non mais il faut toucher la balle et tout. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. C'est de dire, soit on est allé trop loin, soit on n'est pas allé assez loin, mais c'est très facile de taper en fait, sur la Cour ou sur les institutions, lorsqu'en fait il y a quand même un certain nombre de points qui relèvent de la compétence des États. Et quand on entend encore à la télévision, enfin moi j'insiste là-dessus, des ministres qui nous expliquent oui, c'est la faute à Bruxelles, ouais, enfin t'es membre du Conseil.
Donc en fait, il y a un problème. Donc voilà, c'était juste quelques points. Alors pour le coup, on peut balayer, donc là j'ai vu prestations de services, capitaux, établissements, mais c'est valable également marchandises, c'était d'équerre. Donc ça marche à peu près pour toutes les libertés et à peu près toutes les raisons. Donc voilà, je vous remercie de cette attention. Merci Mathieu pour nous avoir rappelé France-Danemark du dernier mondial et nous avoir fait une transition avec le deuxième thème qui est la monnaie unique et la démocratie, puisque en évoquant la Grèce, si la Grèce s'est trouvée dans ce contexte, dans cette situation, dans cet état, dit la Cour de justice, c'est aussi parce que la Grèce a participé à la monnaie unique, peut-être prématurément, c'est une question. En tout cas, ça a posé la question de l'euro et de la démocratie, de l'euro en tant que monnaie. Et donc, je vais laisser la parole à tic et tac du droit monétaire européen, c'est-à-dire Sébastien Dalide et moi-même, pour quelques minutes. Merci, Monsieur le Président, cher Francesco. Alors, j'ai fait un PowerPoint. Je vais essayer de trouver le bouton pour le lancer. Diaporama. Voilà. Alors oui, j'ai fait un PowerPoint parce que comme on est deux, on a peu de temps et qu'on est sur des questions compliquées. Alors, on va faire deux interventions séparées. Moi, je vais vous parler de la monnaie un peu traditionnelle et Francesco va vous parler de la monnaie écran et même une invention révolutionnaire de la Banque Centrale Européenne, TIPS. Je vous fais un peu de teasing pour ce qui arrive. Mais moi, je vais vous parler de la bonne vieille monnaie qu'on connaît. Et du coup, ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué parce qu'on avait déjà, on en a parlé depuis le début, deux notions indéfinissables, le marché et la démocratie. Et par là-dessus, on rajoute la monnaie, qui est là encore une des notions de sciences sociales globalement les plus complexes. Et tout ça en 10 minutes. Donc, je m'en excuse d'avance, je vais être particulièrement caricatural. Voilà. Donc, je vous demande un peu d'indulgence. Ou pas, on verra. Donc, j'ai commencé par vouloir définir la démocratie et en y intégrant le marché. Et finalement, je me suis dit qu'on pouvait parler de la démocratie libérale avec trois composantes assez simples. Le libéralisme économique, qui s'exprime majoritairement à travers le marché. C'est la composante sociale de base du système, qui assure la coordination spontanée des volontés individuelles et qui, évidemment, rend possible la cohabitation pacifique des citoyens en satisfaisant aussi leurs besoins primaires. Ensuite, le libéralisme politique, qui, lui, se concrétise plutôt avec les droits de l'homme et qui va former l'éthos du système, les valeurs sur lesquelles il se fonde. Et enfin, la démocratie, gérée au sens étroit du terme, qui est l'élection, qui se concrétise majoritairement par l'élection, celle qui permet d'agréger pacifiquement les volontés individuelles, autres qu'économiques, et qui permet de faire les choix politiques du vivre ensemble. Et dans ce système, les trois composantes, évidemment, formaient un tout cohérent, chacun étant une limite à l'autre. Les droits de l'homme étaient la limite du marché comme du pouvoir politique, mais les droits de l'homme permettaient le marché, exemple droit de propriété, ou l'élection, exemple la liberté d'expression. Pourquoi je pars de là ? Je pars de là parce que pour comprendre le rôle de la monnaie, il faut bien comprendre qu'à mon sens, la monnaie joue un rôle dans chacune de ces trois composantes. Et qu'on y reviendra, on a certainement oublié le rôle de la monnaie dans les deuxième et troisième composantes. Dans la première composante, le libéralisme économique, je n'y reviens pas, la monnaie, c'est l'instrument du marché, l'instrument des échanges. Sur le versant démocratique, là je reviens à des écrits très anciens de Michel Aglietta et André Orléans, deux économistes, qui dès le début des années 80 reprennent l'idée du désir mimétique de René Girard et qui disent que pour que les individus cohabitent pacifiquement, il faut que leur désir s'agrège sur un objet. Et d'après Michel Aglietta et André Orléans, c'est la monnaie. Et qu'ils écrivent que c'est le processus par excellence de socialisation des sociétés marchandes. Donc c'est ça qui va permettre finalement de cohabiter, c'est parce qu'on a un objet sur lequel s'agrègent les rivalités mimétiques. Dans le libéralisme politique, là c'était un peu plus compliqué, mais j'ai trouvé un article d'un collègue d'ailleurs d'à côté, qui est professeur d'économie à l'IEP de Lyon, Jérôme Blanc, qui évoque l'idée de communauté monétaire. Et il écrit que la communauté monétaire, c'est le réceptacle de la dimension éthique de la confiance, qui s'exprime par un accord collectif quant aux valeurs ultimes portées par l'institution monétaire, et donc par la communauté qui est rassemblée autour de la monnaie. Et donc je disais à l'instant que les droits de l'homme étaient les valeurs de la communauté. Peut-être que quelque part, ils se reflètent
dans la monnaie. Et d'ailleurs, d'un point de vue plus critique, on peut aussi... Alain Badiou disait que, à propos de nos sociétés, que l'égalité instituée entre l'inégal et l'égal n'est autre que le principe monétaire. Il évoque cette égalité abstraite asservie à la quantité numérique. Là, on en pense qu'on veut, c'est Alain Badiou, mais il nous dit que dans la monnaie, il y a des valeurs qui ressortent. Et ce dernier élément, c'est peut-être le plus complexe, mais le plus fondamental. C'est-à-dire qu'il nous rappelle que ces trois composantes que je viens de décrire, pendant longtemps, ont en réalité formé un tout cohérent parce que c'est le fruit d'une évolution historique et culturelle et que ces trois composantes se sont complétées pendant très longtemps. Et je crois qu'une des évolutions qu'on a vues... Ah, je suis allé trop vite. Oui. Oui. Une des évolutions récentes... mais... Ah oui, voilà, celle-là. Une des évolutions récentes qu'on a vues, c'est qu'on a réduit chacune de ces composantes à un instrument, dans une logique fonctionnaliste, et on a conduit à leur opposition, à mon sens. C'est-à-dire que le marché est un instrument d'intégration, les droits fondamentaux assurent l'épanouissement individuel, et l'élection permet l'acceptation du système. Et au fond, on confie à chaque composante une fonction spécifique, et on oublie qu'elles se complètent parce qu'elles sont l'expression d'un substrat culturel commun. Et du coup, non seulement elles ne se complètent plus, mais elles s'opposent, et tout ce qui a été dit depuis ce matin et hier sur le problème des règles de droit du marché avec le pouvoir politique l'illustre, à mon sens, très bien. Mais ce qui l'illustre aussi parfaitement, c'est la monnaie. Et la construction de la monnaie unique qui va ne servir qu'une de ses composantes qui est le marché, et puis petit à petit venir grignoter les autres. Vous aurez donc compris que je vais faire trois parties. Une sur le marché, une sur le libéralisme politique et une sur la démocratie. Donc d'abord, grand 1, la monnaie pour et par le marché. Je me suis dit que pour gagner un peu de temps, la monnaie pour le marché, j'allais vous l'éviter, parce qu'on sait tous que la monnaie a été créée pour le marché. Même si ce qui est vaguement intéressant, c'est de voir que dans le rapport de l'or, par exemple, on ne parle pas de la communauté, on parle du marché. Mais la communauté monétaire, c'est une notion qui est totalement oubliée. La monnaie par le marché. Je passe directement à mon grand B. Alors, la monnaie par le marché, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rôle du marché dans la transmission de la politique monétaire, sur le rôle du marché, évidemment, dans les articles 123, 124, 125, mais j'ai voulu prendre un exemple plus récent, c'est le rapport qui se noue entre le marché financier et la monnaie. D'un point de vue traditionnel, c'est l'approche chartaliste, le garant de la monnaie, c'est l'État. Et on va trouver aujourd'hui, et c'est tout l'objectif de l'union bancaire, et c'est la Commission qui l'écrit en 2012 dans sa communication sur l'union bancaire, à quoi sert l'union bancaire? Je cite, « asseoir le système bancaire sur des bases plus saines et rétablir la confiance dans l'euro ». Donc en fait, la confiance dans l'euro, elle ne vient plus du pouvoir politique, mais des marchés financiers, et de la solidité de leur régulation, etc. C'est la Commission qui l'écrit, et puis on va trouver dans la doctrine monétaire, de droit monétaire notamment, on a toujours eu deux oppositions entre la définition de la monnaie, la définition chartaliste et la définition sociologique de la monnaie, je vous fais grâce. Mais récemment, on a trouvé une troisième définition institutionnelle de la monnaie. La monnaie, c'est ce qui est garanti par un système de régulation bancaire, etc. Et on voit donc bien que là, il y a une mutation très profonde qui se fait, qui est que, y compris d'un point de vue juridique, la monnaie ne dépend plus de l'État, mais du marché. Et évidemment, là, on retrouve la logique classique que nous a décrit Polanyi depuis très longtemps, du désencastrement de l'économie, de la sphère politique. Ça se produit assez largement avec la monnaie. Et donc, une fois sorti de là, la monnaie, finalement, on en perd un peu le contrôle. Et c'est mon grand 2, la monnaie a d'abord été faite pour le libéralisme politique, et on va voir que quelque part, elle se retourne contre lui. Alors, grand A, la monnaie pour le libéralisme politique, je vais aller très vite, mais 2 points. Quand on a construit l'euro et la BCE, je pense qu'on est parti d'un principe, ce n'est pas un droit fondamental, mais j'appellerais peut-être ça, même si c'est très hasardeux, un bien fondamental, qui est la stabilité monétaire, la stabilité des prix. Et à partir de ce bien fondamental, on a construit un système institutionnel garant de ce bien fondamental. Un peu à la manière, encore une fois, j'ai dit dès le début que je serais caricatural, à la manière dont on a des cours
constitutionnelle qui protège les droits de l'homme, une cour indépendante, et bien là on a une banque centrale indépendante qui protège la stabilité des prix. C'est l'une des mutations contemporaines du libéralisme politique, de créer des contre-pouvoirs indépendants, et là, globalement, la création de l'euro s'inscrit là-dedans. Le problème, c'est que, à mon sens, du coup, la Banque centrale européenne, est la plus indépendante du monde. On le dit, elle a une indépendance institutionnelle, matérielle, financière, personnelle. Je ne détaille pas ça. Si vous avez des questions, on peut arriver. La vraie question, c'est ce qui se passe après. C'est le moment où, j'ai envie de dire, la créature dépasse les créateurs. Et tout ce qui s'est passé, et je dirais, c'est la monnaie contre le libéralisme. Alors, il y aurait une série d'exemples à prendre, qui sont toutes les jurisprudences de la Cour de justice sur les mesures anti-crise. J'ai déjà parlé 10 minutes ? Oh là là, quel enfer. Alors, je vais aller très vite du coup sur la fin. Non. Sur les mesures anti-crise, je ne les détaille pas. Je voudrais détailler un point, c'est le fait que de plus en plus, la Banque centrale européenne a arrêté de produire du droit, du vrai droit. Et y compris sur des choses très importantes, comme ce qu'on appelle l'ELA, Emergency Liquidity Assistance, qui est un mécanisme qui a joué un rôle central pendant la crise. Je ne détaille pas. Jusqu'en 2017, il n'y avait rien, aucun texte pour gérer l'Emergency Liquidity Assistance. On en a eu un en 2017. C'est un accord. Mais un accord, on ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire, on ne sait pas qui l'a signé. Il est publié en ligne sur le site de la BCE. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc là, on n'a plus de droit. Et si on n'a plus de droit, eh ben forcément, on n'a plus de recours et on n'a plus tous les mécanismes de l'état de droit qu'on connaît très bien. Grand 3, et là je vais très vite alors, la monnaie sans, voire contre l'élection. La monnaie sans l'élection, c'est le fondement de l'indépendance des banques centrales. C'est-à-dire, on en a parlé un peu hier, on pense que le pouvoir élu va manipuler la masse monétaire, que ça va déstabiliser l'économie. Il faut donc retirer aux élus le contrôle de la monnaie. Voilà, je ne vais pas plus loin. Mais du coup, ce qui se passe après, c'est la monnaie contre l'élection. Alors, on a deux symptômes, je dirais. Toute une série de lettres, plus ou moins publiques, envoyées par la BCE à des dirigeants élus. On en a eu en 2010 et 2011 à Silvio Berlusconi. Mais il y en a une, il y a un des échanges qui sont publics sur le site de la BCE entre le gouverneur, c'était, je crois, encore Jean-Claude Trichet, le ministre irlandais des Affaires des Finances. Et en gros, Jean-Claude Trichet dit, si vous ne demandez pas officiellement l'aide de l'Europe, que vous mettez sous plan, etc., on va arrêter la fameuse Emergency Liquidity Assistance. Et cet échange de lettres est public sur le site de la BCE suite à une forte pression de la médiatrice. Donc là, on voit bien qu'on a un problème contre l'élection. Mais le dernier problème que j'aurais pointé, c'est que ça va plus loin. C'est qu'avec ce qu'on appelle le quantitative easing, la nouvelle politique monétaire de la BCE, elle a des effets redistributifs. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas des économistes, c'est la BCE. Elle écrit dans son rapport annuel 2016, « Les ménages plus riches ont toutefois bénéficié davantage en termes relatifs que les ménages plus pauvres ». Et ça, c'est en termes policés de la BCE, mais les économistes, certains, disent qu'il y a un vrai effet redistributif. Et que dit la BCE face à sa responsabilité là-dedans ? Eh bien, elle dit que, je cite, toujours le même rapport, c'est 3 lignes plus loin, s'attaquer à des effets redistributifs injustifiés n'est pas du ressort de la politique monétaire. Alors, c'est du ressort de créer ces effets, mais pas de lutter contre. Son objectif principal étant la stabilité des prix. On y revient encore, c'est-à-dire que la BCE reste ancrée sur la stabilité des prix, et cette fameuse logique de marché que je disais dès le début, c'est-à-dire qu'elle est là pour le marché, par le marché, mais pas pour le reste. Je vous remercie. Je vais poursuivre avec cette fois l'étude non pas de la monnaie au sens classiquement juridique du terme en droit de l'Union, c'est-à-dire les pièces et les billets qui ont cours légal en vertu de l'article 128 du traité FUE et du règlement 974/98, mais réfléchir à des nouvelles formes monétaires dont les appellations varient. On appelle ça crypto-monnaie, monnaie virtuelle, monnaie digitale, etc., etc., pour désigner en réalité toutes ces formes monétaires qui sont dématérialisées et numérisées, et que j'appellerais ici l'écran-monnaie, par opposition au papier-monnaie. Et ce qui me renvoie en réalité à un vieil écrit de François Génie dans Les Mélanges Oriou, quelques observations sur le rôle et les pouvoirs de l'État en matière de monnaie, de papier-monnaie. Alors rétrospectivement, ça peut sembler désuet, mais si on lit la prose de Génie, on se rend compte qu'il avait déjà décelé les principales difficultés posées en termes démocratiques par la monnaie qu'on commençait à concevoir juridiquement comme reliée à l'État,
dans une théorie étatique de la monnaie, c'est-à-dire liée au pouvoir de l'État de conférer à un objet, le papier, eh bien une valeur donnée. Voilà la théorie classique de la monnaie. Et avec la numérisation, on a une véritable mutation monétaire, un recul concret que vous vivez au quotidien des pièces et des billets, qui n'est pas seulement une question prosaïque, mais qui est une véritable question fondamentale, parce que ça pose une question démocratique, une double question démocratique, et qui déjà avait été mise en exergue par Génie dans son étude du papier-monnaie. Les deux dangers, en réalité, sont des dangers liés d'une part aux mutations et altérations de la monnaie, dit Génie, et d'autre part aux émissions excessives. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la version dématérialisée de la monnaie, numérisée, on se trouve face à ces deux difficultés, que ce soit la privatisation d'un côté, que ce soit la nationalisation de l'autre. La privatisation, c'est l'émergence de facto de toute une série de supports numérisés qui font office de monnaie, notamment d'instruments d'échange, mais aussi, dans une certaine mesure, de réserve de valeur. Ici, le fait, comme souvent en droit économique, en droit du marché, a précédé le droit. Et il faut attendre 2018 pour que, et notamment sur le Conseil de la Banque centrale européenne, le législateur de l'Union révise la directive blanchiment par une directive de 2018-843 pour consacrer une notion de monnaie virtuelle, virtual currency en anglais, représentation numérique d'une valeur, nous dit le législateur, qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale, ce qui renvoie à ce qu'a dit Sébastien, ni par une autorité publique, et c'est aussi important par la suite, et qui ne sont pas nécessairement liées à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie. Donc ces monnaies virtuelles, le Bitcoin par exemple, ce n'est pas une monnaie, et ce n'est pas une monnaie juridique, ni même une monnaie légale, parce que le législateur introduit dans son considérant 38 la notion de monnaie légale, qui renvoie aux pièces et billets en euros, certes, mais aussi à la monnaie électronique, à toute forme de monnaie électronique. En réalité, la monnaie électronique, c'est la monnaie émise cette fois par un établissement agréé, un établissement bancaire, et comme il est agréé, il fait l'objet d'une supervision bancaire, et on est donc ici face à une nouvelle forme de centralisation. Alors, en réalité, ce que fait ici la Banque centrale européenne et le législateur de l'Union, c'est qu'il nous rappelle que la monnaie, juridiquement, c'est uniquement les pièces et les billets, parce qu'il y a une centralisation de l'émission monétaire, mais on peut admettre une monnaie légale un peu plus large, dématérialisée, parce qu'il y a ici une régulation par une autorité, Banque centrale européenne ou autorité nationale compétente, régulation des établissements bancaires émetteurs qui sont eux-mêmes débiteurs et créanciers de la Banque centrale. Donc on a, in fine, une centralisation qui est garantie. Et parallèlement, la Banque centrale elle-même développe une offre de marché, et c'est ici un instrument purement de marché, puisque depuis novembre 2018, elle a lancé TIPS, qui est en réalité Target Instant Payment Settlement, qui est le règlement final et irrévocable des paiements instantanés en euros. Vous pouvez payer ainsi sans passer par des intermédiaires, et notamment l'émergence de certains intermédiaires purement privés, comme les GAFA, avec la crainte que Facebook, Amazon, etc., développent une monnaie privée qui soit totalement hors de contrôle. Et donc c'est par cette centralisation, aussi par le marché, que la Banque centrale assure son rôle. Voilà comment le risque de privatisation est neutralisé. Le second risque, et j'irai plus vite, c'est la nationalisation. La nationalisation, c'est le retour de l'État dans une compétence purement exclusive dans laquelle il n'a rien à faire s'il a adopté l'euro. Et il y a deux formes de nationalisation envisagées. Il y a l'Estonie qui propose un S-coin, une monnaie purement digitale, qui prolonge la question de l'e-residence. Donc c'est intéressant parce que c'était un projet qui donnait une dimension monétaire à une forme de citoyenneté entrepreneuriale, puisque c'était un statut purement digital de l'entreprise. Et il y avait donc ici un lien entre la démocratie et le marché qui n'était pas inintéressant, mais la Banque centrale européenne a répondu très rapidement. Il n'y a qu'une seule monnaie, c'est l'euro. Vous ne pouvez pas émettre une monnaie purement digitalisée, fût-elle l'accompagnement d'un projet politique national. Et l'autre risque de nationalisation, c'est le risque qui apparaît avec aujourd'hui ce qu'on appelle les mini-bots en Italie, les mini-bons du Trésor, qui sont en réalité des émissions d'obligations de titres porteurs à très court terme,
Jusque-là, l'Italie peut faire ce qu'elle veut, elle peut emprunter dans les limites consenties, mais surtout, le projet est de permettre aux détenteurs de ces mini-bots de pouvoir régler un certain nombre de dettes, et notamment la dette fiscale, avec ces mini-bots, ce qui introduit en réalité soit une nouvelle monnaie, nous dit Mario Draghi la semaine dernière, soit augmente la dette, ce qui explique notamment la procédure actuelle. Et on voit donc ici que face à cette tentative, pourtant portée par la Chambre des députés italienne, qui a voté une motion à l'unanimité pour l'émission de ces mini-bots, eh bien, il y a une réponse, encore une fois, de la Banque centrale, une centralisation qui permet d'éviter les excès de l'émission monétaire, d'une forme d'émission monétaire parallèle dématérialisée. Et on en revient ici au risque que mettait en évidence François Génie dans sa contribution au mélange Oriou, en nous disant qu'il faut maintenir le droit public en matière monétaire. Pour quelle raison ? Parce que sans refuser à l'État de C'est ping et pong. Oui, sans refuser... Vous m'avez coupé mon effet, finalement. Sans refuser à l'État son pouvoir monétaire, qui forme... on va soumettre ce pouvoir à certaines règles destinées à garantir les intérêts fonciers et permanents de la communauté, ici de l'Union, de la zone euro, contre les entraînements de poussées aveugles et les dangers des décisions irréfléchies ou précipitées, écrivait donc François Génie en 1928. Et c'est bien tout l'esprit qu'il y a derrière les règles à la fois monétaires, la stabilité des prix, mais aussi les règles budgétaires, les règles de discipline budgétaire. Merci. Maintenant, nous allons basculer, après les libertés de circulation, la monnaie unique, vers le droit de la concurrence, et en commençant par le droit des aides d'État, et le professeur Michael Karpetchif. Merci beaucoup. Qui a commencé à faire du bruit, mais c'est pas de ma faute, c'est Sébastien qui a poussé le... C'est toujours Sébastien. Voilà, je dénonce. Toujours. Alors, bonjour à tous. Évidemment, un peu contrairement à Romain Tinière, moi, j'ai pas eu le droit d'échapper aux aides d'État, donc vous allez encore en avoir. J'ai l'impression que quel que soit le sujet, finalement, je suis de la partie sur les aides. Et c'est vrai qu'en réfléchissant au sujet qui m'a été proposé, non pas imposé, mais proposé, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un sujet sur aide d'État et démocratie ? Et très objectivement, j'ai été un peu perplexe. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit, bon, finalement, il y a sans doute un vrai sujet, et on va l'entendre, en matière d'entente, d'abus de position dominante ou de pratique anticoncurrentielle, parce que c'est l'entreprise qui pourrait être en opposition frontale avec les principes démocratiques du citoyen et du consommateur, alors que pour les aides d'État, ça paraissait moins évident. Puis, à la réflexion, comme toujours, on trouve quelques briques de réflexion, et c'est celle-ci que je vais partager avec vous. Alors, bon, quand on regarde le droit des aides d'État, ce qui le caractérise par rapport aux autres pans du droit de la concurrence, puisqu'on oublie souvent que c'est un élément qui fait partie typiquement du droit de la concurrence, c'est que c'est le seul pan du droit de la concurrence qui a pour sujet non pas les entreprises, mais les États membres. Et une fois qu'on a dit ça, bon, on se dit, oui, d'accord, c'est les États qui sont à l'origine de ces pratiques anticoncurrentielles. Pour autant, est-ce que, si c'est l'État qui est à l'origine de la pratique anticoncurrentielle, est-ce que l'État lui-même peut être antidémocratique dans le fait d'accorder ou de refuser une aide publique? Alors, c'est vrai que là aussi, on a l'habitude d'imputer des pratiques anticoncurrentielles, voire antidémocratiques, aux entreprises. Et j'ouvre une parenthèse, mais sans empiéter sur le sujet qui va suivre. Mais il y avait un très bon article hier dans Les Échos sur notamment les règles de l'antitrust et le caractère non démocratique de ces règles. Parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que la réglementation antitrust, qui découle de textes anciens, du XIXe siècle, n'a pas pris en compte les nouvelles pratiques anticoncurrentielles. Et notamment les nouvelles pratiques anticoncurrentielles aujourd'hui, elles ne sont pas forcément le seul pouvoir de marché, la part de marché qu'on peut avoir sur un marché déterminé, mais par exemple le fait de détenir des informations à caractère confidentiel, des informations à caractère personnel. Et aujourd'hui, on voit bien que ça, ce n'est pas forcément facile à apprécier dans un examen, par exemple, de concentration, mais pour autant, c'est un élément déterminant pour savoir si, en l'espèce, on a un pouvoir de marché beaucoup plus fort que le marché ou le pouvoir économique que l'on a. Je prends l'exemple d'Amazon, qui a perdu énormément d'argent pendant des années, pour ne pas dire une décennie, et qui aujourd'hui a un pouvoir de marché très fort,
Alors que d'un point de vue purement économique, elle n'était pas en situation de force économique sur un marché déterminé. Donc ça montre bien une chose, c'est que les relations entre la démocratie et les aides publiques, puisque c'est mon sujet, j'y reviens, je ne vais pas plus loin, ne s'imposent pas véritablement avec la force de l'évidence pour les raisons que je viens d'évoquer. Un, le droit des aides d'État, la pratique anticoncurrentielle, ce n'est pas celle d'une entreprise, c'est celle de l'État. Donc le fait de suspecter l'État de pratique anticoncurrentielle, c'est déjà un peu surprenant. Deux, le fait que finalement ces pratiques anticoncurrentielles, si elles sont imputées, elles le seront peut-être davantage à l'égard de la Commission européenne que des États. Puisque celui qui va venir censurer la pratique du versement d'une aide publique, c'est normalement pas l'État, enfin en principe c'est la Commission, ou quand c'est l'État qui applique lui-même le droit de l'Union. Donc la décision de refuser une aide publique, et on va voir que c'est souvent ça qui est perçu auprès du grand public comme étant antidémocratique, c'est plutôt quelque chose qui remonte à l'État et pas tellement aux entreprises. Bon, ce faisant, les relations qui peuvent exister donc, entre les aspirations démocratiques des citoyens et le droit de la concurrence, elles existent quand même, mais à mon avis, elles n'existent pas tout à fait de la même manière. Je pense qu'il faut essayer d'appréhender les choses de manière peut-être un petit peu différente, et c'est ce que je vais essayer de faire. C'est vrai que la discipline des aides d'État, elle est perçue, pour un certain nombre de raisons que je vais lister, comme étant un obstacle au fonctionnement démocratique des États. Parce que, on va le voir, par l'intervention de la Commission européenne, par la réglementation du droit des aides d'État, on va s'opposer à des décisions qui sont prises au niveau local ou national par des instances qui sont élues, alors que là, on a une commission qui vous dit vous n'avez pas le droit, vous avez le droit sous condition, et ça, évidemment, c'est assez mal vécu. Mais il y a peut-être un effet retour, si je puis dire, et là, je vais aller dans le sens de ce que disait Marc Blanquet tout à l'heure sur les pouvoirs du marché, donc un peu de libéralisme par rapport à ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il me semble que cette contribution, elle vise aussi à démontrer que le droit des aides d'État est peut-être un outil de renouveau démocratique. C'est-à-dire que par le droit des aides d'État, on peut finalement faire participer le citoyen ou l'entreprise en s'opposant finalement à la position des collectivités locales ou de l'État. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver par la réglementation du droit des aides d'État des moyens d'obtenir pour l'usager du service public, pour le contribuable local, des moyens d'obtenir finalement voix au chapitre alors qu'il ne l'a pas nécessairement. Alors, tout d'abord, sur le droit des aides d'État est un obstacle au fonctionnement démocratique. Moi, j'ai isolé 6 raisons qui sont fréquemment d'ailleurs alléguées par ceux qui s'opposent, ceux qui contestent la légitimité du droit des aides. La première, évidemment, et c'est peut-être la plus évidente d'ailleurs, c'est le fait que quand une collectivité locale, c'est plus vrai encore pour les collectivités, mais quand une collectivité locale ou un État vient au secours d'une entreprise en difficulté, il y a une demande sociale. Il y a la demande des salariés, il faut aider l'entreprise qui ne va pas payer. Il y a la demande des élus locaux, il y a la demande des administrés de la collectivité locale et des commerçants, parce que quand une entreprise ferme, évidemment, c'est tout un écosystème qui va s'effondrer. Donc il y a une demande sociale pour venir aider une entreprise. Et d'ailleurs, cette atteinte, ce mécanisme de contrôle, est aussi instrumentalisé par les États. Parce que, évidemment, c'est facile de dire, si je prends des exemples très récents, je ne prends que des exemples français, mais je pourrais les multiplier à l'envi. Si on prend les affaires de Florange, de Goodyear, d'Arcométal, etc., qu'est-ce qu'on a? On a la puissance publique qui vous dit « j'aurais bien voulu vous aider ». Malheureusement, il y a les méchants technocrates de la Commission européenne qui vont s'y opposer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quels que soient les gouvernements, d'ailleurs, c'est systématiquement... Donc évidemment, ça joue sur le caractère antidémocratique du contrôle des aides publiques. Je crois que c'est une raison forte et qui est évidemment un vrai problème, puisque vous avez des collectivités qui veulent intervenir, vous avez l'État qui veut intervenir pour sauver une entreprise nationale, et à cela s'oppose une décision de la Commission européenne. Il y a un deuxième problème, qui est très lié au premier, c'est le fait que, jusqu'en 1957, quand la puissance publique voulait aider une entreprise, la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, faisait ce qu'elle voulait. Elle venait aider une entreprise. Ça a toujours été considéré, y compris aujourd'hui par le juge administratif, comme une compétence discrétionnaire. Vous n'avez jamais le droit à une aide publique. Mais en même temps, quand une collectivité publique décide d'accorder une aide, elle peut le faire, elle peut refuser de le faire, elle n'a pas à justifier ou à motiver sa décision. Donc une grande liberté qui était laissée. Et là, on se retrouve dans une situation, certes depuis 1957, mais qui est complètement inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collectivité publique, normalement, quand elle veut verser une aide à une entreprise, elle doit respecter la réglementation européenne. Normalement, de notification préalable à la Commission, même si évidemment le gros du droit n'est plus celui-là aujourd'hui, mais notification préalable à une institution supranationale. Et donc évidemment, ça, le gros problème que ça pose, c'est que ça délégitimise l'action des institutions locales. C'est-à-dire que finalement, moi je ne peux pas intervenir, je ne peux intervenir que si j'ai l'accord d'une autorité supranationale. De la manière, ça dévalorise la place des représentants élus au profit d'une commission qui est présentée comme étant une institution technocratique, technicienne, et qui ne va pas forcément tenir compte des préoccupations sociales, humaines,
des salariés sur un territoire déterminé. Donc là, évidemment, deuxième encart sur ces relations entre démocratie et contrôle des aides d'État. Et on pourrait prendre de multiples exemples français, et pas uniquement des exemples nationaux, je pense surtout à des exemples locaux, où on a des contentieux, où on voit aujourd'hui, je pense au département du Loiret, je pense alors à l'époque c'était la région Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui la région des Hauts-de-France, où il y a eu tout un tas de contentieux parce que ces régions, ces départements sont venus aider les entreprises, l'entreprise ATR, l'entreprise Kimberly-Clark, le département de Loiret, etc. Tous ces contentieux-là, où on a des collectivités publiques qui viennent au secours d'entreprises, et puis derrière, évidemment, la Commission qui censure à bon droit en appliquant la réglementation européenne qui avait volontairement ou involontairement ignoré les institutions allocatrices d'aide publique. Bon. Troisième problème, c'est que le droit des aides d'État s'est incroyablement complexifié. Il est devenu très technique. On a des ratios, des critères d'éligibilité, des calculs de SB, je ne rentre pas dans le détail, d'équivalent subvention brute de la subvention, des méthodes de cumul, etc. Et ce que reproche, à raison là aussi, une grande partie des élus locaux, c'est que en fait, on a une énorme machine, on a des dépenses éligibles, des critères d'intensité d'aide, des dépenses éligibles, celles qui ne le sont pas, et ça déshumanise quelque part, ça rend, encore une fois, un peu automatique le fait d'octroyer ou de refuser une aide. Et ça ne tient pas compte de réalités qui sont des réalités locales, encore une fois, importantes. Je vais prendre un seul exemple. Je pourrais en prendre plusieurs, mais un seul exemple parce qu'il marque l'opinion publique. C'est la disparition, à mon sens pas encore assez rapide, mais et là je vais me faire huer, mais disparition des aéroports régionaux. Quand je parle des aéroports, il faut quand même savoir qu'il y a plus d'aéroports en France, pendant très longtemps, qu'il y en avait dans toute l'Union européenne. C'est une donnée statistique. Donc, pourquoi? Parce que, pour des raisons historiques, d'aéroports militaires transformés en aéroports civils, peu importe. Mais parce que pour les élus locaux, l'aéroport, c'est une infrastructure indispensable au développement économique, alors que du point de vue de la Commission, c'est une mauvaise allocation des ressources. C'est qu'on va avoir ici une compétition entre les aéroports, et on a des exemples ici dans la région qui sont quand même stupéfiants. Les aéroports qui sont éloignés de 40 ou de 50 km, et c'est la collectivité qui versera le plus de subventions à l'aéroport qui va l'emporter. Donc c'est totalement anti-économique, ça coûte énormément d'argent, alors qu'il existe pour la Commission une grille de lecture très, très claire. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Tout aéroport qui est situé à un aéroport à moins de 100 km doit disparaître. Est-ce qu'il y a une offre alternative par du TGV, etc. Donc là, on a une rigueur, je ne sais pas si un truc, on déroule le tapis, hein, c'est totalement automatique, et ça ne tient pas compte de la volonté des élus locaux, souvent soutenus d'ailleurs par la population, qui dit « Ah non, touche pas à mon aéroport, prenez le Grand Sud-Ouest, vous avez l'aéroport de Pau, vous avez l'aéroport de Tarbes, vous avez l'aéroport de Biarritz, enfin tous ces aéroports sont les uns à côté des autres, et il n'y a pas de logique, il n'y a pas de réalité économique suffisante pour permettre ces aéroports de survivre. Et donc évidemment, la Commission, quand elle arrive là-dedans, et qu'elle dit « Il faut fermer tel aéroport », ça ne se passe pas très bien. Quatrième élément qui va dans le même sens de cette difficulté à accepter ce contrôle, et à mon avis, ça c'est un élément central, c'est le fait que qui détermine l'intérêt commun finalement? Qui dit il est de l'intérêt commun de sauver tel secteur, de sauver telle entreprise? C'est la Commission qui détermine l'intérêt commun. Ce qu'on comprend, ce qui est logique. Parce que si c'est chaque État qui détermine l'intérêt commun, il n'y a plus de contrôle des aides. Le problème de la définition de l'intérêt commun, c'est qu'il est très fluctuant, il est quelquefois très contestable. Je vais prendre que quelques exemples. Pourquoi est-il d'intérêt commun, même s'il y a des arguments, de sauver par exemple le transport maritime européen, qui est financé dans des proportions considérables par l'Union européenne, et pourquoi il n'est pas d'intérêt commun de soutenir l'industrie textile, du cuir ou de la chaussure? Question. Donc on voit bien ici que la notion d'intérêt commun, et je pourrais prendre cet exemple et le démultiplier, le problème c'est que celui qui incarne l'intérêt commun, c'est la Commission aujourd'hui, alors que pendant des siècles, celui qui incarnait l'intérêt commun, c'était l'autorité locale qui versait une subvention à l'entreprise du coin, ou la puissance publique nationale qui versait une aide à une entreprise nationale, pour garder le champion, pour maintenir l'entreprise. Donc on voit bien ici qu'on a une difficulté, et c'est évidemment très vrai quand on est en situation de crise. De la même manière, si vous prenez, est-ce qu'il était de l'intérêt, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il est de l'intérêt commun de sauver le système bancaire européen? Oui. Est-ce qu'il est de l'intérêt commun de sauver telle banque? On en discute. Et de l'autre côté, est-ce qu'il est de l'intérêt commun de sauver tel ou tel secteur ou telle entreprise? Donc on voit bien ici qu'il y a un choix qui n'est pas un choix juridique, qui est un choix éminemment politique. Où est l'intérêt commun? Et le seul qui a la compétence pour déterminer l'intérêt commun, puisque quand vous lisez l'article 107, paragraphe 3, vous prenez la lettre A, B, C ou D, vous allez retrouver systématiquement l'intérêt commun.
Or, l'intérêt commun, c'est un peu la pierre angulaire, la pierre philosophale, enfin ce que vous voulez, mais c'est le prisme au travers duquel passe l'examen de compatibilité. Et celui qui maîtrise cela, maîtrise la matière. Or, en espèce, c'est la Commission. Cinquième problème, c'est que la Commission européenne se sert du contrôle des aides d'État, et ça c'est incontestable, pour mettre en place, pour définir une politique industrielle que les États eux-mêmes n'arrivent pas à déterminer. C'est-à-dire que la détermination d'une politique industrielle, elle se fait aujourd'hui beaucoup plus par le droit des aides d'État, à mon sens, que par n'importe quel autre pan, aujourd'hui, du droit de l'Union. Je pourrais multiplier là encore les exemples, les politiques de recherche et de développement, de protection de l'environnement, de développement du très haut débit, etc., se font par le contrôle des États, avec des effets complètement pervers. Puisqu'il y a quelques spécialistes du sujet dans la salle, je le sais. Si vous prenez le développement d'électricité d'origine renouvelable, vous arrivez à des aberrations. C'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup plus intéressant d'aller produire de l'électricité solaire là où il n'y a pas de soleil, c'est ça, que de le produire là où il y en a beaucoup. Parce qu'en réalité, le seul sujet, c'est quel est le prix de rachat au kilowattheure. C'est ce qui a guidé, pendant très longtemps, le développement des énergies renouvelables. Alors, là encore, la politique communautaire, c'était de développer les énergies renouvelables. On peut dire le contraire, mais par contre, l'effet pervers, c'est que par le jeu du droit des aides, ou par la non-qualification des aides, les arrêts professionnels extra, etc., par la non-qualification, on arrive finalement à ces effets pervers. Donc on voit bien ici que la définition d'une politique industrielle que les États n'arrivent pas à mettre en place depuis 40 ans, la Commission elle-même le fait, et donc ici, il y a un problème de légitimité. Est-ce qu'il est normal que ce soit la Commission elle-même qui définisse une politique industrielle alors que les États n'y parviennent pas? Je pourrais continuer. Dernier exemple, dernier motif, et à mon avis, alors là, c'est difficile, à chaque fois que je dis que c'est le plus important, donc évidemment, il faut arriver à grader tout ça, mais qu'est-ce qu'on reproche finalement à la Commission au travers du contrôle des aides d'État? C'est aussi de libéraliser, d'accompagner la libéralisation des services publics. Non seulement on va en parler, la disparition des monopoles nationaux, une logique de disparition de ces monopoles, enfin peut-être pas, je ne sais pas, je m'engage sur la contribution qui n'est pas la mienne, bon. Mais en tout cas, il y a une disparition de ces monopoles nationaux, et cette disparition des monopoles nationaux, elle s'accompagne de fait d'une privatisation des financements des services publics. Bon. Or, dans cette logique de privatisation des financements des services publics, une des règles essentielles, c'est quoi? C'est le contrôle des aides publiques. C'est le contrôle des aides. On va regarder comment est-ce qu'on finance le transport express régional, avec les contrats de TER. On va regarder comment on va privatiser, on va ouvrir à la concurrence, lapsus révélateur, on va ouvrir à la concurrence bientôt les lignes ferroviaires françaises. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement français vient de lancer la privatisation, l'ouverture à la concurrence, pardon. Ah, il me reste 2 minutes, c'est super. Donc, bon, je ne parlerai pas du TGV donc, mais regardez quand même les 2 premières lignes qui vont être ouvertes à la concurrence dès 2022, en fait, il y a un peu de retard. Ça sera le Bordeaux-Nantes et le Nantes-Lyon. Donc là-dessus, avec un mécanisme de financement, de calcul des compensations d'obligations de service public, avec tout un process d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. L'ensemble des secteurs, j'ai fini par la première partie, mais donc l'ensemble des secteurs, aujourd'hui, voit à un moment ou à un autre arriver le droit des aides. On a parlé du secteur social tout à l'heure, on a parlé de la santé, j'aurais pu parler des affaires en Belgique, les CBI, etc., la formation professionnelle, et même en droit français. Lisez la loi Elan, vous allez voir qu'il y a tout un tas de dispositions dans la loi Elan sur le financement du logement social. Vous prenez le code du travail, vous avez toute la formation professionnelle avec les compensations d'obligations de service public, donc du droit des aides, il y en a en fait de partout, et ça vient très largement impacter, pour ne pas dire totalement lier, le pouvoir dont disposent les collectivités locales ou l'État dans la mise en œuvre de ces politiques nationales, quelles qu'elles soient. Logement, construction, formation, emploi, etc. Donc, dans ce cadre général, effectivement, le bilan n'est pas très favorable. Si je devais m'en arrêter là, j'aurais quand même dire 2-3 mots de deuxième partie, à peine. C'est qu'on voit bien que quand on voit l'ensemble de tout ça, on se dit finalement c'est totalement antidémocratique. Les décisions sont prises par la Commission de contrôle des aides d'État, elle fait ce qu'elle veut, elle définit l'intérêt commun, elle impacte les politiques nationales, et où est l'individu là-dedans? Où sont les institutions élues? Alors, c'est là-dessus que je voudrais juste m'arrêter, mais promis, je fais 3 minutes, pas plus. Je viens d'en gagner une. C'est que le droit des aides d'État, ça peut être aussi finalement un vecteur d'un renouveau démocratique. Et là, je voudrais simplement ouvrir 3 pistes. 4. 3. Bon. Le droit des aides d'État, c'est d'abord un moyen, quoi qu'on en dise, de faire converger les fiscalités nationales malgré l'opposition des États. On ne peut pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais si vous renvoyez aux affaires Apple, Amazon, Google, Fiat, Starbucks, etc.,
le droit des aides d'État fait ce que l'Union européenne a été incapable de faire depuis 40 ans. Et donc c'est par le biais du contrôle des aides d'État qu'on va peut-être arriver à une harmonisation fiscale. Ou en tout cas, si c'est une harmonisation, à des évolutions substantielles. Je vous renvoie aux travaux de l'Axis aujourd'hui, avec la volonté de mettre en place une fiscalité commune. Deuxième élément, le droit des aides d'État, c'est aussi un moyen pour le particulier, pour l'individu, pour l'entreprise, de s'opposer, alors j'avais marqué au départ la puissance, l'omnipotence, pour ne pas dire l'entêtement public. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a dans tous les États membres des situations qui sont hallucinantes. Vous avez des collectivités publiques, Länder, par exemple en Allemagne, ou l'État en France, qui va s'acharner à essayer de sauver une entreprise qui est de toute façon dans une situation perdue d'avance. Il perd plus de dettes, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de possibilité, etc. Or là, on voit bien que par l'action des concurrents, par l'action quelquefois même du contribuable ou du usager du service public, on finit par mettre fin à cette folie furieuse. Quand je dis aux étudiants, souvent je leur parle de cet exemple parce que je sais qu'ils n'en ont jamais entendu parler, du Microsoft européen, c'est comme ça que la Commission l'avait qualifié, je parle de bulle. Qui se rappelle de bulle? À part... attention, il faut faire gaffe parce que c'est générationnel ça. Ceux qui s'en rappellent, c'est pas bon. Donc voilà un exemple. Et je pourrais les multiplier, qu'il s'agisse de la SNCM, de Cifrance, de la Cernam, etc. Toutes ces entreprises ont pu finalement être liquidées, reconverties par le droit des aides d'État. Parce qu'on a mis fin à une hémorragie folle. J'avais beaucoup de choses à dire, je passe. Ça permet de faire des réformes structurelles. Il y a certains secteurs qui sont abandonnés au profit d'autres. Il y a des mutations de l'économie. Je pense par exemple à l'Irlande. Regardez l'Irlande des années 90, regardez l'Irlande d'aujourd'hui, avec la reconversion de certains secteurs économiques, grâce incontestablement au droit des aides. Troisième point, c'est un moyen de permettre l'émergence de projets d'intérêt européen. Enfin, aujourd'hui, s'il y a des projets d'intérêt européen aussi qui remontent à la surface, c'est aussi grâce au droit des aides. Prenez le développement du THD, de la TNT, prenez aujourd'hui l'affaire des batteries européennes, avec des financements publics qui sont accordés. Donc ça peut être un vecteur aussi de promotion de projets d'intérêt européen. Enfin, et j'arrête, promis. D'ailleurs, même mon ordinateur arrête. C'est un signe. Voilà, c'est un signe. Le droit des aides, et là c'est peut-être sans doute beaucoup plus polémique, c'est dommage, je n'aurai pas le temps d'en parler. Du coup, je laisserai là-dessus, peut-être qu'il y aura des questions. C'est aussi un moyen de concilier, quoi qu'on en dise, l'ouverture à la concurrence des activités de services d'intérêt économique général et le maintien de financements publics qui sont proportionnés, qui sont transparents et non discriminatoires. C'est-à-dire qu'on peut arriver par l'ouverture à la concurrence, il y a beaucoup d'exemples, mais par l'ouverture à la concurrence, on peut en fait arriver à améliorer la qualité du service rendu. Moi, je crois beaucoup à l'ouverture avec la mise en œuvre du règlement 1370-2007 sur le transport express régional. Franchement, ça ne peut pas être pire. Quand les gens de la SNCF vous disent « Oui, mais vous allez voir, ça va être le bazar », je dis « Ah bah, ça peut être pire, franchement ». Donc, on va avoir une ouverture à la concurrence de certaines activités où on aura une régulation de l'activité, une amélioration de la performance économique, une amélioration de la qualité du service, en tout cas, il faut l'espérer, parce que la preuve en est, c'est là où ça s'est fait. On voit aujourd'hui, je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne sur certaines lignes, on voit une amélioration de la qualification du service. Pas toujours, évidemment, tout n'est pas, je ne dis pas que tout est merveilleux, mais il y a une amélioration, et de toute façon, la concurrence, l'aiguillon de la concurrence, à mon avis, ne fera pas de mal à la SNCF. On voit donc bien, et je m'en arrête là-dessus, que, évidemment, le droit des aides d'État, on ne peut pas le parer de toutes les vertus démocratiques. Ce n'est pas mon propos. Je ne dis pas que le droit des aides d'État, c'est merveilleux, c'est la démocratie assurée. Mais par le droit des aides d'État, vous assurez un certain nombre de contre-pouvoirs à l'autorité ou la puissance publique, parce que vous avez une autorité supranationale qui est la Commission, parce que l'incarnation de l'intérêt commun se fait aussi par la Commission et pas exclusivement par l'État, et parce que les règles, aujourd'hui contentieuses notamment, qui existent et qui fonctionnent, permettent d'essayer de rétablir ce dialogue entre l'usager, le contribuable dont je n'ai pas eu le temps de parler, et aussi les institutions publiques. Je vous remercie, je suis désolé d'être avancé un tout petit peu trop long. Merci pour cette belle analyse de la politique des aides d'État, comme l'a qualifie la Commission. Et c'est significatif de dire politique parce que c'est un point d'application important pour une question démocratique. Et cette même Commission qui charge du droit de la concurrence, cette fois version pratique anticoncurrentielle et peut-être un peu contrôle des concentrations. On va laisser la parole donc à Mathieu Cardon, maître de conférence à Lyon 3, et Claire Mangouachon, maître de conférence à l'Université Paris-Assas.
Nanterre. C'est Nanterre maintenant? Nanterre. Ah oui, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Nazisme and monopoly. Nazisme et monopole. S'il y a une relation entre dictature et concentration du pouvoir économique, sans doute y a-t-il un lien entre concurrence et démocratie, s'interroge cet étudiant de 3e année à la lecture d'un article considérant la collusion entre le fascisme et la concentration industrielle allemande à travers une affaire, l'affaire IG Farben, emportant classiquement coordination des prix et répartition des marchés. Entente conclue peu avant cette réunion singulière dépeinte dans l'ordre du jour où Éric Vuillard décrit l'antichambre de l'Anschluss. La question présente donc un intérêt, se dit notre étudiant. Il se souvient d'ailleurs de l'un de ses profs de première année qui se plaisait à citer Frédéric Bastiat, notamment le chapitre 10 des Harmonies économiques de 1850 sur la concurrence, où l'économiste, l'homme politique, le magistrat, le libéral affirme « Je ne crains pas de le dire, la concurrence, que nous pourrions bien nommer la liberté, malgré les répulsions qu'elle soulève, est la loi démocratique par essence. C'est la plus progressive, la plus égalitaire, la plus communautaire de toutes les lois à qui la Providence a confié le progrès des sociétés humaines. C'est elle qui fait successivement tomber dans le domaine commun la jouissance des biens que la nature ne semblait avoir accordés gratuitement qu'à certaines contrées. C'est elle qui fait encore tomber dans le domaine commun toutes les conquêtes dont le génie de chaque siècle accroît le trésor des générations qui le suivent. » En 1889, le sénateur John Sherman plaidait devant le Congrès des États-Unis « Si nous ne voulons pas supporter un roi en tant que puissance politique, nous ne devrions pas endurer un roi pour la production, le transport et la vente de tout ce qui est nécessaire à la vie. Si nous ne soumettons pas à un empereur, nous ne devrions pas nous soumettre à un autocrate du commerce, avec le pouvoir d'empêcher la concurrence et de fixer le prix de toute marchandise. » 1850, 1889, le sujet ferait-il partie de ces vieilles lunes? Pas tant que cela. La concurrence et la démocratie sont-elles symbiotiques? S'interrogeait le Forum mondial de l'OCDE sur la concurrence en 2017. La question n'est donc pas aussi exotique qu'il ne paraît de prime abord. Selon l'OCDE, traditionnellement considérée comme support de la démocratie, la concurrence dissémine le pouvoir économique en assurant une protection contre la concentration du pouvoir privé, que ce soit par voie d'entente, abus de position dominante ou de concentration proprement dite. Le pouvoir économique est ainsi partagé plutôt que concentré dans les mains de quelques-uns, lesquels pourraient aisément exercer une influence excessive sur le gouvernement et sur le processus de décision politique. Notre étudiant a bien suivi le cours de droit constitutionnel de première année, et si ses souvenirs sont exacts, la décentralisation est l'application de la démocratie au plan local. Or, un mouvement identique le frappe à la lecture de son cours de droit de la concurrence. D'une part, l'objet même de la concurrence, décentralisation du pouvoir économique pour tendre le plus possible vers l'atomicité du marché. D'autre part, dans l'application des règles, décentralisation dans leur mise en œuvre depuis le règlement 1/2003, entré en vigueur le 1er mai 2004. De ce double mouvement, la concurrence serait-elle plus démocratique? La relation entre concurrence et démocratie, en symbiose ou non, se présente à tout le moins comme celle d'un renforcement mutuel. Pour preuve, selon le juge Ian Forester, disposer d'un droit de la concurrence et d'une autorité dédiée serait un marqueur d'une démocratie émergente. Pour Madame le professeur Eleanor Fox, la chute du mur de Berlin signifiait le passage du communisme à la démocratie et dans le même temps d'une économie planifiée à une économie de marché. Un autre souligne qu'il est difficile de trouver un droit de la concurrence dans le monde qui ignorait les préoccupations politiques et démocratiques pertinentes ou qui aurait adopté un régime de pur laisser-faire, de pure maximisation de la richesse. Si l'on veut admettre avec Lincoln que la démocratie est, du moins dans un monde idéal, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, notre étudiant s'interroge. Le pouvoir du peuple, quel pouvoir? Quoique encore fort jeune, il est déjà lassé. Ses centres d'intérêt et ses préoccupations sont tout autres. Comme la majeure partie de sa classe d'âge, il ne vote plus. Voter, pourquoi faire? Le peuple dit non le 29 mai 2005, ses représentants répondent oui le 7 février 2008. C'est pour lui, comme à d'autres, un déni de démocratie. Il ne veut plus concourir à cette palinodie. Voter, participer à ce simulacre qu'un philosophe en vogue résume ainsi, puisqu'en définitive,
on nous impose de choisir entre le bien et le mal, faire le départ entre un parti quasi unique, plutôt favorable à un ordre concurrentiel, et un parti qui divise plus qu'il ne rassemble, souhaitant sinon abolir le droit européen de la concurrence, du moins mettre fin au dogme de la concurrence libre et non faussée gravé dans le traité. Cette désaffection est regrettable. Il n'a le droit de participer à l'exercice démocratique que depuis peu et est censé être acteur de cette démocratie dite libérale, soit la conjonction du libéralisme politique et du libéralisme économique. L'économie constitue bien le fond des choses. Pas de vie humaine sans la satisfaction, dans de bonnes ou de mauvaises conditions, des besoins de tous en biens et en services. Pas de vie sociale s'il n'y a pas production de consommation des biens tenus pour indispensables. En dépit d'une dissociation institutionnelle de la politique et de l'économie, l'indissociabilité du libéralisme politique et du libéralisme économique est pourtant le pendant de la société libérale. Le libéralisme résulte de la conjonction de ces deux mouvements, qui procèdent l'un comme l'autre de la même aspiration des hommes à plus de liberté. Pas de libéralisme économique sans libéralisme politique. La liberté de produire et de consommer ne peut exister sans la liberté de choisir, faculté qui n'est précisément reconnue aux individus, producteurs et consommateurs, que dans le cadre du libéralisme politique. En définitive, le seul pouvoir qu'il détient, c'est la liberté de choisir lorsqu'il doit pourvoir à la satisfaction de ses besoins élémentaires d'étudiant. Contraint par l'exercice imposé du mémoire de M2, il lui faut un minimum d'équipement informatique. Il n'est pas fortuné, mais son père, ancien salarié d'Airbus, lui accordera tout de même une aide. Première question, Mac ou PC ? S'il choisit un PC, ce sera un portable équipé d'un processeur d'architecture x86 AMD, Intel n'ayant pas été très honnête. Il vérifiera aussi que la batterie n'est pas de marque Sanyo, Panasonic, Sony ou Samsung. Il sait également qu'il prend le risque, sinon de se voir imposer un navigateur ou un media player avec le système d'exploitation Windows, du moins d'être lié par toute autre application dont Microsoft a le secret. Ce sera donc un Mac, car à sa connaissance, Mac n'a jamais été condamné sur ce fondement, du moins croit-il. De fait, son portable n'est plus compatible. Il lui faut un nouveau smartphone. Là encore, il se demande d'où viennent les écrans LCD. Ont-ils été produits par AU Optronics, Shunga, Anstar, LG, Samsung, Sharp, Toshiba ou Sanyo? Reste-t-il seulement un opérateur intervenant sur ce marché n'ayant pas participé à l'entente? Pour lui, une chose est sûre. Il ne veut pas d'un appareil Android avec Google Search et Chrome préinstallés, même si l'amende de 4,34 milliards d'euros infligée par la Commission à Google l'a déjà rudement condamné. D'ailleurs, il se gardera aussi d'utiliser les services de Google Shopping pour accéder à un fonds documentaire et étayer l'appareil scientifique de son mémoire. Il est convaincu de détenir un pouvoir. Sa liberté de choix est une forme d'expression de ce pouvoir. Ainsi, comme le citoyen se tourne vers d'autres représentants s'il est déçu par celui auquel il a donné son pouvoir, notre étudiant se retourne vers d'autres opérateurs déçus par ceux qui ont abusé sa confiance. À présent, notre étudiant a presque tout l'équipement nécessaire à la poursuite de son projet, mais il lui manque l'essentiel, la clé, un périphérique USB lui permettant de sauvegarder régulièrement son travail. Mais sait-il seulement que les connecteurs USB 3.0 ont aussi été l'objet d'un cartel avant d'être intégrés dans divers autres produits, et notamment les disques durs externes. Certes, il est libre de choisir, mais l'objectif qu'il s'est désormais assigné devient difficile à satisfaire. Sa liberté a un prix et son pouvoir mérite d'être éclairé. En définitive, force est de reconnaître avec Platon que la démocratie advient quand les pauvres sont vainqueurs de leurs adversaires. Le pouvoir du peuple, d'accord. Mais par le peuple, comment l'exerce-t-il? Le plus souvent par ses représentants. Pour lui, c'est évident. Les mécanismes de la démocratie semi-directe ont jusqu'à présent fonctionné. Il est ainsi persuadé que du point de vue de l'adoption des règles, par leur intermédiaire, ses grands-parents ont ratifié les traités fondateurs qui scellent la clause aujourd'hui remise en cause, assurant que la concurrence n'est pas faussée. Ses parents ont également, non sans difficulté, ratifié les traités contemporains qui la confirment de manière plus feutrée en annexe, en garantissant le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Un peu naïf, il est convaincu que ses représentants à Strasbourg participent à l'élaboration des règles du droit de la concurrence en tant que co-législateurs des principaux textes de droit dérivés permettant
d'en assurer l'application. Du point de vue de l'application des règles, à tort ou à raison, il estime que ses intérêts sont mieux servis par Mme Margrethe Vestager que par certains élus du Parlement, toutes tendances ultra confondues. Au surplus, les décisions prises sont contrôlées par la Cour qui ne saurait le desservir. Il se souvient encore que la Commission est politiquement responsable devant le Parlement. Et il se met même à rêver d'une initiative citoyenne européenne pour condamner plus durement les auteurs de pratiques tendant à l'obsolescence programmée, dont il craint en permanence d'être victime, parmi des milliers d'autres. Ce pouvoir qu'il détient, il l'exerce plus rarement directement. L'application du droit de la concurrence est généralement associée à un environnement public, notamment via l'action du régulateur, contrôlé par le juge, mais sa mise en œuvre peut également évoluer dans une sphère privée, private enforcement. Mais dans la plupart des cas, ce sont les opérateurs, concurrents, fournisseurs, distributeurs, qui sont à l'origine de telles actions. Or, notre étudiant, devenu le préféré, n'est rien de tout cela. Il n'est qu'un pauvre consommateur, subissant un préjudice patrimonial résultant de dommages matériels du fait de pratiques anticoncurrentielles. Néanmoins, il se souvient que son achat d'un micro-ondes chez un discounter du 7e emportait en cadeau une carte d'adhésion à l'UFC Que Choisir, association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée, pouvant agir devant une juridiction civile pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs placés dans une situation similaire ou identique. Mais quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre qu'à ce jour, sauf erreur ou omission, aucune action n'avait été engagée en la matière. Il est vrai que les conditions permettant son exercice sont sévères et peuvent en réduire l'intérêt, notamment sur les préjudices réparables. Mais surtout le fait qu'il s'agisse exclusivement d'actions de suivi, c'est-à-dire dans des hypothèses de follow-on, soit postérieurement au public enforcement. Pourtant, des class actions sont certainement possibles, se dit-il. Il a à l'esprit la décision de l'autorité de la concurrence du 5 décembre dernier, sanctionnant plusieurs fabricants d'électroménagers, dont les sociétés Candy Hoover, Electrolux, Indesit, Whirlpool, à près de 200 millions d'euros pour entente sur les prix. Fort de sa qualité de membre de l'UFC Que Choisir, ayant lui-même acheté l'un des produits visés, son four à micro-ondes Whirlpool, il se réjouit à l'idée de pouvoir participer à cette belle aventure que serait l'une des premières class actions à la française pour des pratiques anticoncurrentielles. Puisqu'il lui faudra bien imprimer ce mémoire de M2 sur son HP Office Jet 6812, il veut souffler au bureau de l'association, si d'aventure les conditions sont réunies, d'introduire une action à l'encontre de Hewlett-Packard, à l'instar de l'action collective engagée au Canada, pour laquelle la date limite pour soumettre sa réclamation est le 28 juin prochain, et à laquelle il ne peut se joindre n'étant pas résident canadien. Tout cela est excitant, mais il reconnaît vouloir plus, en tout cas faire plus, et il entend désormais participer à la définition des objectifs de la politique de concurrence. Alors certes, la démocratie n'est pas la panacée. Elle est même un mauvais système, soulignait Churchill, mais elle est le moins mauvais de tous. Sans doute peut-on faire davantage, constate notre étudiant, qui n'entend pas être soumis, en plus du reste, à un autocrate du commerce dans ses réseaux sociaux, tel Mark Zuckerberg, ou à l'intérieur de son smartphone, par un nouveau Steve Jobs chinois ou coréen, qui aurait le pouvoir d'empêcher la concurrence et d'en fixer le prix. En fin de compte, pour améliorer les choses, notre étudiant, qui a gagné en maturité au fil de ses 2 années de master, retournera aux urnes. Ayant raté à dessein les élections européennes, il se promet de s'engager dans les prochaines, certain qu'il est possible de mieux faire. Mais y a-t-il matière à faire une thèse? Qu'en pensez-vous, Claire? L'étudiant pourra sans doute s'intéresser aux modalités d'exercice du régime de concurrence et se demander quelle est exactement la place du Parlement européen en matière de concurrence. Il découvrira alors une anomalie institutionnelle. La politique de concurrence reste l'un des rares domaines où le Parlement n'a pas de pouvoir de codécision, alors même que la concurrence a été un puissant moteur d'intégration européenne. En la matière, le Conseil statue sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est simplement consulté. L'étudiant, alors, démocratie pour le peuple. Démocratie par le peuple. L'étudiant pourra donc se demander pourquoi une telle mise à l'écart du Parlement. Pourquoi les traités successifs n'ont-ils pas renforcé les pouvoirs du Parlement pour donner à la politique de concurrence une assise démocratique?
Il peut chercher une clé d'explication du côté de la classification faite par les politistes du régime politique de l'Union. On connaît les 3 méthodes d'élaboration des politiques de l'Union, méthode communautaire de droit commun, la méthode intergouvernementale, la méthode ouverte de coordination. Et la politique de concurrence, comme la politique monétaire d'ailleurs, échappe à cette trilogie. Certains politistes ont proposé de recourir à un autre type de modèle pour la décrire, le modèle de régulation centralisée. C'est une explication intéressante car elle va permettre de justifier que la politique de concurrence échappe à la délibération parlementaire. La politique de concurrence serait une politique régulatoire, comme en parlait ce matin M. Kravarezza. C'est l'argument de l'expertise. On a des domaines réputés techniques, et pour ces domaines, on a opéré un transfert de compétences des gouvernements nationaux vers un organe indépendant, en réalité, ici, la Commission, un organe supranational. L'idée, c'est que ces domaines seraient gouvernés par des règles et non sujets à des choix politiques. Alors l'idée est intéressante, mais elle est discutable, puisque la mise en œuvre des règles de concurrence est tributaire de valeurs. Elle est traversée par de grandes options qui traduisent en fait des choix de société. Ça a été rappelé déjà ce matin. Faut-il, en matière de concurrence, protéger le bien-être du consommateur, protéger la diversité des opérateurs, protéger les PME ? Et on sait précisément que ces types de politiques régulatoires ont été critiqués pour avoir alimenté une forme d'intégration dite négative, qui aurait peu à peu éloigné les citoyens du projet européen. Démocratie pour le peuple. En s'intéressant de plus près à l'activité du Parlement en matière de concurrence, notre étudiant sera amené à relativiser ce constat de l'anomalie institutionnelle. Il s'apercevra en fait que le Parlement, dans le cadre de son activité de contrôle de l'activité de la Commission, a été amené à s'immiscer de plus en plus étroitement dans la politique de concurrence. Dans ses résolutions, le Parlement exige désormais expressément un renforcement démocratique du contrôle et il demande à être associé plus étroitement à la politique de concurrence. Il l'a été en fait dès les années 90, s'agissant de l'ouverture à la concurrence des industries de réseau sur le fondement du marché intérieur. Il s'est investi également très activement lors de la directive dommages et intérêts, dès 2007 dans une résolution où il demande à être associé pleinement à la procédure législative. Et de même pour une proposition de directive récente qui concerne le réseau européen de concurrence. Donc c'est par le biais du marché intérieur que le Parlement parvient à être intégré dans le processus décisionnel. La Commission adopte ses propositions de directive en couplant étroitement objectifs d'application effective du droit de la concurrence et réalisation du marché intérieur. Car il faut l'avoir à l'esprit, le modèle de concurrence de l'Union européenne est singulier. La concurrence est un moyen au service du marché intérieur. Un marché intérieur, ça a été rappelé ce matin aussi, un marché intérieur qui sert désormais une grande diversité de finalités, à la fois économiques, mais aussi extra-économiques. Alors, notre étudiant poussera un peu plus loin son questionnement et se plaçant du point de vue, cette fois, d'un concurrentialiste, se demandera si ce processus de parlementarisation est bien compatible avec les exigences inhérentes à la politique de concurrence. L'anomalie institutionnelle, ainsi réparée, de fait par l'émission du Parlement européen, ne devient-elle pas une anomalie concurrentielle ? Car il faut bien ici distinguer le niveau législatif et le niveau exécutif en matière de concurrence. Que le Parlement soit associé aux grandes réformes portant sur les éléments essentiels du régime de concurrence de l'Union européenne, cela semble légitime. Mais que le Parlement s'immisce au stade décisionnel serait quand même problématique. Or, le Parlement ne distingue pas dans ses résolutions entre ces deux niveaux. Il s'exprime non seulement sur les grandes réformes en cours, mais aussi sur le fond des affaires. On l'a vu par exemple avec l'affaire Google, où dès 2014, le Parlement dit dans sa résolution qu'il faut séparer les moteurs de recherche des autres services commerciaux. Cette émission d'une autorité politique dans les pouvoirs de la Commission, au stade de son pouvoir d'initier une procédure, pose problème. Le concurrentialiste ne peut que s'inquiéter d'un risque d'instrumentalisation des règles de concurrence à des fins politiques. C'est particulièrement frappant en matière de concurrence, comme l'illustrent les crispations actuelles autour de l'affaire Alstom-Siemens. Ça l'est également, il me semble, en matière d'aides d'État, puisqu'on peut dire que les aides d'État ont été instrumentalisées à des fins d'harmonisation fiscale.
Alors notre étudiant devrait peut-être aller faire un séjour en Allemagne. Ce risque d'instrumentalisation de la concurrence est très régulièrement souligné. L'indépendance de l'autorité de la concurrence est pensée là-bas d'un point de vue fonctionnel, comme allant de pair avec une focalisation sur les objectifs purement concurrentiels. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Allemands ont milité pour la création d'une autorité européenne de concurrence véritablement indépendante. Car il faut le souligner, la Commission européenne, on dit qu'elle est indépendante. Elle est sans doute indépendante des États, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un organe supranational, mais c'est bien un organe politique, un organe responsable devant le Parlement, doté d'une mission générale qui dépasse bien sûr le seul spectre de la concurrence, puisqu'elle doit promouvoir le développement de l'Union, et dans ce cadre-là, elle peut s'appuyer sur l'article 3 TUE qui définit les missions de l'Union européenne d'une manière extrêmement générale. Et donc la Commission européenne, on y revient, va devoir faire des choix politiques. En somme, la thèse explorée par notre étudiant sur le potentiel de démocratisation de la politique européenne de concurrence méritera d'être interrogée quant au risque de politisation induit par ce processus de démocratisation. Notre étudiant ayant été un petit peu impoli tout à l'heure en ne me laissant pas la possibilité de remercier les organisateurs du colloque, je le fais maintenant. Et je dis aussi tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec Mathieu Cardon pour préparer cette brève communication. Merci, merci à tous les deux. Alors, ce n'est pas l'étudiant, mais le doctorant qui va maintenant nous interroger sur les différentes questions qui nous intéressent. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné la parole. Alors, je reste étudiant malgré mon statut de doctorant et je profite également pour remercier les organisateurs de ce colloque d'avoir associé les jeunes chercheurs de l'EDIEC à cette réflexion qui a débuté hier par un questionnement assez large sur ce qu'on entend par marché et démocratie, notamment les liens entre les deux. Alors, les contributions qu'on a pu écouter tout à l'heure nous permettent de prendre également cette posture d'étudiants soulignée, évoquée tout à l'heure par Madame Monguachon et Monsieur Cardon. Mais l'étudiant que je suis va à nouveau se poser la question, par exemple, de la définition de la démocratie. Alors, on a eu une définition de la démocratie libérale présentée par Monsieur Adalid tout à l'heure. Et il a décliné cette démocratie libérale avec libéralisme économique, libéralisme politique et la démocratie comme dernier pendant. Mais je m'interroge également sur le fait pour vous spécialement, d'avoir envisagé ce dernier pendant comme se traduisant par le biais de l'élection. Alors, l'élection renvoie littéralement au choix, à la désignation des représentants des citoyens, mais il y a également d'un autre côté l'idée selon laquelle ces représentants-là doivent rendre compte des choix opérés, donc par le biais du mandat qu'ils exercent. Donc, il est important pour nous de revenir également sur ces questions-là. Alors, la question que j'aurais souhaité, que je vais poser, c'était de voir également est-ce que M. Adali pourrait préciser un tout petit peu sa définition de la démocratie libérale, en demandant également, en sollicitant également l'avis du professeur Martucci sur ces questions-là. Peut-être une confrontation de leur point de vue pourra un tout petit peu édifier la salle à ce propos. Alors, sur la question notamment des responsabilités, je voulais profiter pour souligner que la posture que je prends sur la question des responsabilités décline du souhait pour plus ou moins certains de voir notamment une institution comme le Parlement européen que nous a présenté le professeur Monguachon tout à l'heure, s'impliquer un peu plus dans un certain nombre de politiques, notamment la politique de concurrence,
et de s'affirmer un peu plus dans les modalités d'exercice de cette politique-là. Alors, Madame le professeur Mongwachon, vous avez présenté le constat d'un déficit démocratique quant au rôle du Parlement européen. Vous avez présenté également que vous avez évoqué que ce Parlement européen, par le biais de la Commission des affaires économiques et monétaires, a plus ou moins un droit de regard ou est consulté sur ces questions. Est-ce qu'il serait possible également d'avoir un peu plus de précision pour qu'on puisse plus ou moins évaluer le degré de participation du Parlement européen sur la politique de concurrence? Alors, dans un second temps de votre propos, vous avez souligné qu'il est probable que la politique de concurrence, si le Parlement européen s'implique un peu plus, donc une intensification de son implication, aboutisse à une politisation de cette politique. Alors, l'étudiant que je suis aurait tendance à espérer que cette politisation soit tempérée également par le rôle de la Commission sur ces questions-là, mais il se rendra compte plus tard que la composante idéologique du Parlement européen peut rejoindre parfois les positions de la Commission sur ces questions-là. Donc, l'étudiant que je suis sera un tout petit peu embêté sur ces questions-là notamment. Alors, j'aimerais également poursuivre sur la lancée de la politique de la concurrence, avec notamment l'intervention du professeur Karpenschiff sur les aides d'État. Alors, le professeur Karpenschiff a relevé une convergence progressive des fiscalités nationales, avec l'idée de fond qui est celle d'envisager le droit des aides d'État comme un outil de renouveau démocratique. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas voir l'instrumentalisation du droit des aides d'État comme pouvant aboutir à une sorte de concurrence des démocraties, notamment pour ce qui est des questions d'intégration économique un peu plus poussées, ou encore des questions d'adhésion au sein de l'Union européenne? Alors, je suis sûr que les réponses à toutes ces questions rassureront l'étudiant que je suis. Merci beaucoup. Merci. Quelques brèves réponses. Non, c'est vous d'abord, là. Oui. Démocratie, là. Vas-y. Si. Oui. Alors, évidemment, comme j'ai donné une définition caricaturale, maintenant il faut que je la précise. En fait, il y a quelques années, je ne me serais pas posé la question, parce que la démocratie était forcément libérale. Aujourd'hui, on a des démocraties illibérales. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir ce qui fait la différence entre la démocratie libérale et la démocratie libérale. Pourquoi j'ai insisté sur l'élection? Parce que, au fond, parce que, du coup, on réfléchit maintenant... Enfin, je me posais la question du modèle d'une démocratie libérale en négatif de la démocratie libérale, qui utilise l'élection, mais qui est le libéralisme économique d'ailleurs, mais qui supprime le libéralisme politique. Donc je me suis dit qu'il y avait certainement ces trois composantes-là. Voilà un peu mon raisonnement, si vous voulez. C'est qu'on a l'élection, mais manifestement, l'élection ne suffit pas à faire un régime libéral. Et du coup, il faut plus. Le marché ne suffit pas, ce qu'on a pensé longtemps. On a pensé longtemps, je me demande si ce n'est pas Nicolas Leron qui l'a dit quand même hier, je ne sais pas s'il est encore là, Nicolas, que le marché était un facteur de démocratisation pas forcément. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai raisonné par étapes, que j'ai évidemment grillé tout d'un coup pour arriver dans le mur, et que je vous ai dit qu'il y avait ces trois-là. Et voilà pourquoi j'ai focalisé sur l'élection comme un instrument. Mais c'est ce que je disais à la fin de l'introduction, c'est qu'avec l'élection vient une culture démocratique, et qui est garantie par le libéralisme politique et les droits fondamentaux. Voilà un peu comment j'ai réfléchi, je ne sais pas si ça vous aide. J'ajouterais une seule chose, c'est que c'est ce que disait Claire Mongwachon, c'est la règle et le choix, c'est-à-dire à partir de quel moment il y a une règle qui s'impose à un choix politique. Et c'est les mêmes problématiques qu'on a de manière transversale ici, puisque ce sont des règles de marché, pour le marché, parfois par le marché qui s'appliquent. C'est
Claire, si tu veux Oui, moi répondre. j'ajoute très rapidement quelque chose sur, parce que la réflexion était intéressante. Quel peut être le degré de participation du Parlement européen en matière de concurrence? Alors je me pose la question du point de vue de la nature de la participation du Parlement européen. En réalité, vous l'avez souligné, il y a des commissions, il y a une commission économique qui s'occupe de ces questions de concurrence, et ces membres sont en lien permanent avec la Commission européenne. Donc il y a une même culture de la concurrence qui est partagée par les membres du Parlement européen et la Commission européenne. Donc, est-ce que finalement le Parlement européen est en mesure d'assurer son rôle de contre-pouvoir? C'est pas certain. Il n'a pas une capacité d'expertise égale à celle de la Commission européenne. Et voilà, ils partagent une même culture, une même vision de la concurrence, qui est d'ailleurs tous les clivages politiques qui peuvent exister en matière de concurrence sont transcendés par l'idée qu'il faut réaliser le marché intérieur. Voilà. Michael, si tu Oui, peut-être rapidement, parce que j'ai déjà été long. Ça me fait remarquer. Non, évidemment, la commission instrumentalise le droit de la concurrence, et pas que le droit des aides d'État, mais comme le sujet qu'on m'a donné, c'était le droit des aides d'État, donc évidemment, je me suis focalisé là-dessus. Mais je trouve que c'est particulièrement vrai, peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais parce que peut-être que je regarde avec une focale un peu trop étroite, mais quand même, quand on voit les décisions qui sont rendues régulièrement par la Commission européenne, quel que soit le secteur, parce que j'ai pris l'exemple de la fiscalité, mais je pourrais prendre l'exemple de la protection de l'environnement. On évoquait tout à l'heure la protection de l'environnement ou développement des énergies renouvelables. En fait, on a d'abord commencé par des problèmes de qualification juridique. Et je crois que le meilleur exemple qu'on cite toujours, mais je crois que c'est très parlant, quand on lit l'arrêt Procyon-Electra, qui doit être de 2000, si je ne dis pas de bêtises, ou 2001, je ne sais plus, quand on voit l'arrêt Procyon-Electra, où on a tous les éléments d'une aide, et que la Cour nous dit « non, en fait, ce n'est pas une aide ». Parce que il n'y a pas d'avantage qui est conféré, et en plus il n'y avait pas véritablement d'affectation de la concurrence intracommunautaire dans la mesure où le marché n'était pas ouvert. Mais accessoirement on dit qu'il n'y a pas d'avantage. Quel est le message qui est envoyé ici, alors qui a été très bien reçu, c'était de dire tous les autres États, allez-y, faites comme les Allemands. C'est-à-dire que à partir du moment où vous arrivez à faire financer du développement d'électricité de sources renouvelables, dès lors que vous le faites payer par le client final ou par un opérateur intermédiaire et que ça ne coûte rien à la puissance publique, alors qu'en fait, c'est bien quelque chose qui fausse le jeu de la concurrence entre opérateurs. Parce que si vous avez ce dispositif-là en Allemagne et vous ne l'avez pas de l'autre côté de la frontière, ça affecte le jeu de la concurrence. Mais la Commission a jugé, la Commission a posé comme principe, et la Cour de justice l'a conforté dans cette logique-là, qui était de dire, mais finalement, en évitant cette qualification juridique d'aide, on va très loin, en évitant cette qualification juridique, je permets de mettre en place une politique publique de soutien au développement d'électricité verte. Donc ça montre bien que là, ici, il y a un alignement des acteurs, à la fois Commission européenne, États membres aussi qui quelque part le souhaitaient pour certains, et puis Cour de justice qui vient consacrer tout ça. Et puis quelques années plus tard, finalement parce que le système a été dévoyé, parce que les conditions économiques ont fondamentalement changé, la Cour de justice ne dit pas complètement le contraire, mais enfin pas loin. Quand vous voulez vendre colère, 15 ans plus tard, on vous dit oui, mais il y a quand même finalement un avantage économique, alors que le mécanisme, certes, il est différent, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'est pas si fondamentalement différent que ça. Et là, on dit à partir du moment où l'argent transite par un fonds qui est contrôlé par l'État, même si l'État ne met pas d'argent dedans, ça devient une aide. Et donc, en fait, on met fin à ce mécanisme de subventionnement par la puissance publique. Donc, ça montre bien ici que par des qualifications juridiques, simplement, je ne parle même pas c'est pire, je ne parle même pas de décision de compatibilité ou d'incompatibilité. Par des simples opérations de qualification juridique, on peut encourager une politique, au contraire, y mettre fin. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme d'instrumentalisation, et je pourrais prendre l'exemple sur plein de domaines. La fiscalité, puisqu'on l'évoquait, mais je vais arrêter. Ouais. Mais la fiscalité, évidemment. Je sens un vent de colère soufflé de la part des ça. organisateurs. Voilà, je sais pas, j'ai répondu, mais enfin, c'est à mon avis le message central. Malheureusement, je suis désolé, on doit arrêter, si j'ai bien compris, parce qu'on doit aller déjeuner, et que nous sommes tous. Ah, on peut prendre des questions de la salle quand même. Deux avec une réponse. Alors, première question, quand est-ce qu'on mange? Et où on mange, donc. Voilà, nos questions, donc monsieur, oui. Bon, je tiens à préciser pour commencer que prendre la parole en public, ça me rend très très nerveux. Je ne sais pas si je vais finir. Alors, j'ai bien compris qu'en Europe, on disposait de la meilleure banque centrale du monde, ou en tout cas de la meilleure banque centrale européenne du monde. Alors, si elle est évidemment bonne, cette banque centrale, à mon sens, c'est principalement, ce que j'ai compris, pour deux raisons.
Premièrement, elle remplit efficacement la mission de politique monétaire qui lui a été confiée, soit la maîtrise de l'augmentation des prix, donc de l'inflation, en mettant en circulation la juste et bonne quantité de monnaie. Alors, deuxièmement, si elle est si bonne, cette Banque centrale européenne, et c'est parce qu'elle est indépendante. Alors, donc, souveraine de son action pour conduire librement la politique monétaire qui lui a été confiée, soit donc maîtriser l'augmentation des prix, donc maîtriser l'inflation, donc maîtriser la stabilité même de la monnaie dont dépend la confiance qu'on lui prête ensuite. Si je me souviens bien, au départ, l'Allemagne n'était pas très chaude à l'idée de l'euro. Elle a accepté de renoncer à son superbe et fabuleux Deutschmark. Si elle a accepté ça, c'est parce que le chancelier Kohl voulait avoir les mains libres pour tout ce qui allait concerner la réunification. C'est un événement historique, un concours historique d'événements. Ce renoncement au Deutschmark, l'Allemagne l'a toutefois lié à deux exigences. Premièrement, l'installation dans sa propre capitale bancaire du siège de la BCE. Et deuxièmement, surtout, un respect sacré de la lutte contre l'inflation, qui est un dogme allemand irréfragable, infranchissable. Merde, j'ai pas ma suite. C'est bon. Oui, voilà. Attendez, putain, où est mon papier? Est-ce que j'arrive à ma question, là? Ah. Oui, voilà. Elle est la question. Merci, Eric. Donc, un respect sacré, absolu de la lutte contre l'inflation, qui est un dogme allemand irréfragable, inflexible, indépassable, car les Allemands voient historiquement dans l'hyperinflation que leur pays a connue sous la République de Weimar un terreau fertile qui a permis ensuite le développement du nazisme. Donc, ma question, qui se déroule en 3 temps, ce que je voudrais savoir, c'est premièrement si mon raisonnement est bon pour justifier les politiques d'austérité. Deuxièmement, de qui et de quoi au juste la BCE est-elle juridiquement indépendante? Et comme elle a cette indépendance, de qui lui vient donc la légitimité qui justifierait l'indépendance de sa mission dont elle ne peut s'éloigner? D'accord. On va prendre tout de suite la seconde question et après on répondra. Il y a une seconde question, non? Non. Loïc. Ah si, monsieur. Ah, je ne vous vois pas parce que. Non, on a que. Oui, monsieur. Alors moi j'avais une question. En 68, James Robinson, dans son encyclopédie des sciences sociales, il exposait que la crise ne serait pas une urgence en soi. Monsieur le professeur Adalid exposait dans son intervention tout à l'heure que la mise en place d'une monnaie unique recouvrait un seul objectif, c'est-à-dire la stabilité des prix, devenu, entre guillemets, un bien fondamental. Pourtant, si on regarde l'étymologie du mot crise au sens grec, c'est l'action, la faculté de séparer, de juger, d'interpréter, et donc de décider. On interprète en quelque sorte pour décider. Et si on s'intéresse du point de vue de l'étymologie allemande, Krinein, il s'agit de séparer les grains de battage. Donc, à la lecture de ces éléments combinés, la crise, elle apparaîtrait du coup comme une sorte de main invisible qui viendrait dénouer une situation. Donc, ma question, pour faire court, c'est la suivante. Est-ce que la crise peut apparaître au sens de la rupture de l'équilibre dans un système, pourrait permettre de résorber par la monnaie une absence de confiance et donc procéder à une négociation d'une démocratie nouvelle, telle qu'évoquée par Schelling, et se résorber et donc du coup se réparer par elle-même? Merci. Tu veux répondre? Non. On va répondre très rapidement parce qu'on a 2 minutes. Sébastien, vas-y. Oui, alors, à vos questions, comme dirait mon banquier central, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé, c'est ça déjà. J'ai pas dit qu'elle était bonne, la Banque Centrale Européenne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pensé. Moi, je le pense. Alors, elle est bonne pour remplir l'objectif qui est le sien. Après, il y a la question des moyens. Il me semble que sur les moyens qu'elle utilise aujourd'hui, et notamment ce que je disais, on dépasse le cadre juridique, c'est problématique, et avec une absence quasiment totale de contrôle de la Cour de justice qui refuse au nom du fait que la Banque Centrale Européenne fait une analyse économique. Et voilà. Elle est particulièrement indépendante. Ça, je vous propose peut-être d'en parler après sur l'indépendance, parce que c'est un peu... Au déjeuner, oui. Voilà.
sur votre question sur la crise, en fait, la crise, elle a révélé ça, justement. Elle a révélé que la Banque centrale était indépendante et remplissait très bien son mandat parce qu'elle est indépendante, mais qu'elle avait une vision, à mon sens, démesurée de son indépendance, où elle ne se voit pas comme devant rendre des comptes, et du coup, elle agit de manière extrêmement libre dans l'Union européenne. Pour moi, c'est ça que ça a révélé, la crise. C'est l'efficacité de la Banque centrale, hein, on se souvient, c'est les limites du whatever it takes. C'est-à-dire qu'en 2012, Draghi dit « whatever it takes to save the euro ». Il le fait. Mais à un moment donné, ça s'arrête quand, whatever it takes? À quel moment donné, on dit « stop, là, vous ne pouvez pas faire ça pour sauver l'euro ». Voilà, c'est la question de la limite du whatever it takes. Et je trouve que c'est ça que la crise a révélé. Mais dès 1998, la BCE, de toute façon, a essayé de s'extraire du système institutionnel et démocratique de l'Union, clairement. Oui, mais moi je répondrai très rapidement. Maître du traité, article 120, 130 et article 7 des statuts, donc indépendance fondée sur le traité et indépendance à l'égard de tous, en particulier des États membres des institutions du marché, et pour réaliser des objectifs primaires, stabilité des prix, secondaire, soutien aux politiques générales, économiques générales dans l'Union. Et c'est cette articulation d'objectifs qui a permis à la réaction de crise sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union. Voilà. Donc on est dans une union de droit. Allez, on va dire ça. Bah quoi, Réveils? Bah. Pas de problème, quoi. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Mais, on n'est pas d'accord. Mais t'aurais préféré quoi? Mais on a plus de temps, on a faim. Oui. Moi, je comprends pas le problème avec... Je sais pas, il y a un contrôle de la police. Ben oui. Non.